Ok. Présente-toi. Alors bonjour, salut. Donc moi c'est Steady, je suis donc danseur à la base depuis 90, très discret dans le milieu, en tout cas dans mes débuts, c'est sûr. J'ai fait plus de vagues quand j'ai commencé à organiser des événements. J'ai commencé par la hype, la New Jack. Voilà. Après je suis parti dans le break en rencontrant David Cola. Et puis après je me suis intéressé à toute forme de danse dans le hip-hop, et pas seulement, puisque je fais aussi beaucoup de samba depuis 15 ans. La samba qui est très similaire au jazz rock en fait en termes de technique de jambes. Voilà. D'accord. Bon. Alors toi, est-ce que on pourrait dire que tu es le créateur des battles débutants? Il n'y a que toi qui peux dire. Moi, je vais pas me mettre en avant. Tu connais ma discrétion, je vais pas me mettre en avant. Donc, j'ai créé les battles débutants en l'an 2000, si mes souvenirs sont bons, parce que je donne des cours. Donc, pour moi, la transmission est super importante et super intéressante. Et dans la transmission, en tant que prof de danse, on doit aussi amener ses élèves vers les battles, vers les échanges également, vers le cercle. Voilà. Et du coup, j'ai amené mes élèves tout naturellement dans des battles. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, les débutants, il n'y en avait pas dans les cercles. Et surtout, Ça intéressait pas les gens. Ça intéressait personne. Et surtout, en tant que débutant, vous ne pouviez pas rentrer dans un cercle. C'était pas possible. Il y avait les codes. Il y avait des codes, c'était pas possible. D'accord. Et puis en plus, la plupart des organisateurs, il n'y en a aucun qui briguait des jeunes, quoi. Ouais, enfin, des débutants, surtout. Donc oui, je pense que je suis le premier à avoir organisé des événements pour les débutants. Il est évident qu'après, il y a eu toute une flotte d'organisateurs qui ont organisé des événements pour les débutants. Alors c'est pour ça que ça me fait rire souvent quand les gens disent « Ouais, t'as volé mon concept, t'as volé mon concept ». Bon, si j'avais déposé le brevet, je serais richissime aujourd'hui. Et je serai encore plus pote avec toi. Et tu seras encore plus pote avec moi. Mais c'est pas le but. Et le but, c'est que le hip-hop évolue et que le hip-hop se transforme, s'adapte. Exactement, voilà, tout simplement. Évolue. Très bien. Toi, au début, quand tu as commencé à faire tes événements battle débutants, est-ce que les gens t'ont aidé? Est-ce que les gens t'ont reconnu pour ton travail, ou Alors, ça a été une bataille quand même? Ça a été une bataille, certes, parce que effectivement, j'ai été sur un segment que personne s'y intéressait, quoi. Personne s'y intéressait. J'ai eu l'appui de certains anciens qui sont venus vraiment m'épauler. Tony Mascotte, je ne le remercierai jamais assez. Et puis quelques autres aussi également, hein, bien sûr. Évidemment, je ne vais pas citer tout le monde, il est quand même pas mal, il faut le dire. Nabil Quintessence. Il faut le dire. Nabil Quintessence, effectivement. Il y a eu Alassane également, des Quintessences. J'en ai eu plein d'autres, en fait, qui sont vraiment venus m'aider. Mais de façon médiatique, je dirais, ça n'intéressait personne. Voilà, clairement. Après, c'est vrai que dans les battles débutants, j'ai vu passer toutes les grosses figures d'aujourd'hui. Hein. Il y a eu les Twins qui ont fait leur premier battle chez moi, grâce à Henrik, parce qu'Henrik faisait partie après du staff battle débutant après. Non, Henrik, je l'ai inclus dans l'organisation après. Voilà, les Twins, Laura Anala est passée chez moi, tous les joyeux loufoques qui sont passés chez moi, Luffy est passé chez moi, enfin tous les joyeux loufoques sont passés chez moi, les Spartiates aussi à l'époque, les Bad Trip également, j'ai des vidéos, ils sont petits, j'ai des vidéos, c'est juste impressionnant, quoi. Les combos aussi. C'est là-bas que j'ai fait la connaissance des JP, moi, dire. Exact, c'est vrai, c'est là où je vais présenter Yuval et JP, effectivement. Et je te rappelle qu'à l'époque, tu essayais d'avoir style de ouf aussi avec toi. Bon, ça c'est notre histoire. On va peut-être la passer. On va la passer, c'est notre histoire. Non, mais bon, j'ai pas d'animosité. Et bon, tu t'es battu pour ton truc, quoi. J'ai travaillé avec Style de Ouf, avec Kemp, donc, à l'époque. Je bossais pour eux de façon bénévole, hein, évidemment. Et bon, on s'est mal entendu après. Il y a eu un quiproquo, un malentendu. Voilà, on va mettre ça sur le... Il y a longtemps. On va mettre ça, voilà. Et ça intéresse personne d'ailleurs, les histoires. On va mettre ça sur le compte du malentendu. Voilà, et j'ai pas de souci, tout va bien. D'accord, après moi je suis arrivé à ton événement en 2003 peut-être? C'est possible, ouais. C'est possible. Ouais, 2003-2004, ouais, effectivement. L'événement battait son plein, il y avait à peu près... il y avait bien 300 personnes, à peu près 300-400 personnes. Il y avait tout un petit groupe en fait avec Dai, Supreme Mantis, Sky Joe, il y a qui d'autre encore. Il y a pas mal de gens dans le break, hein. Alpha également, Versa, hein, je veux dire. Alpha Versatile. Ouais, Versatile. Il y avait tout un groupe en fait qui se formait autour de ça, et c'était vraiment convivial, bon enfant, bon esprit, de manière à ce que les enfants n'aient pas la pression quand ils venaient dans un battle, quoi. Voilà. Ouais, c'était convivial. C'était convivial. Ça l'est toujours d'ailleurs, parce que ça continue, hein. Ça fait 15 ans que je porte cet événement. Il a changé de nom petit à petit, puisque le battle débutant, on l'a fait après au 104, sous le nom de Battle Starter. Ce qui a valu, et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais ce qui a valu
Au À ce 104 moment-là, au 104 de recevoir tous les danseurs c'est à ce pour moment-là que tout le monde est l'entraînement. venu. C'est à ce moment-là que, effectivement, tout le monde est venu. C'est la vérité. Ouais. Et ensuite, je les continue toujours cette fois à Nanterre sous le nom Level One. Voilà, mais ça reste mes battles débutants, quoi, avec toute la convivialité qu'il y a autour. Nous, notre rencontre, elle se fait comment, nous? Moi, j'ai ramassé tes poubelles, en fait. Tu m'as aidé. J'ai ramassé tes poubelles. En fait, moi, la défense, c'était un de mes spots favoris pour aller m'entraîner à l'époque. Donc, moi, j'étais souvent à Gare de Lyon avec le GDL All Style. Avec All Gosto, Star, pardon. Avec, Ciao, avec Jeff, exactement. Gosto graphique aujourd'hui. c'est Yuval. Et Ghost avec Little Chao, toute la bande, quoi. Moha, après, qui a été DJ pour. Mora, ouais, avec Nasera Avec Hurricane. Nasera Hurricane, effectivement. Rocker. Donc, Just for Rockers. Donc voilà, donc tout ça, c'était la famille de Gare de Lyon, avec Jeff également. Bateau aussi, une certaine époque. Exactement, bateau, je le voyais plus à la défense. Au Hall, pardon. Je le voyais plus au Hall. Donc moi, c'était plus, mon fief, c'était plus la défense, Gare de Lyon. On a fait un peu Place d'Italie pendant quelques temps. Ouais, je me rappelle là-bas. Voilà. C'était pas un gros spot. Ouais. Et puis la défense, on était un petit groupe aussi, avec Saïd, Thibaut, toute cette bande-là, quoi. Et puis voilà, et puis il y avait des monstres là-bas. Je me rappelle, moi, le plus monstrueux personnage que je voyais là-bas, c'était le frère de Marcio, c'était Polo. Polo, ouais. Polo, qui faisait baguette au ralenti sur tête. C'était juste impressionnant à C'était le voir. visage quoi. de la def. C'était impressionnant. C'était effectivement le visage de la def. Vous serez poli de couper votre téléphone pendant les interviews, monsieur Yuval. Ça, c'est pas professionnel. Hein. Ça, c'est pas Non. professionnel, c'est pas possible. Mais à coup de pas là-dessus. Oui, mais à coup de pas. Et donc, Place d'Italie, la Défense. Et on s'est rencontrés, nous, à la Défense, quand tu es venu mettre les 1000% à la Défense. J'ai trouvé ça super intéressant, super sympa. Et à l'époque, il y a beaucoup de gens sur les forums qui nous opposaient. Je sais pas si tu te rappelles. C'était, moi, j'étais le blanc et lui, c'était le noir, quoi. Voilà, c'était le yin-yang, quoi. C'était le jour et la nuit. Et il fallait surtout pas qu'on bosse ensemble. C'était pas possible. Et en fait, j'ai trouvé que Yuval, c'était un personnage et qu'il fallait que je gratte un peu plus loin. Et c'est ce que j'ai fait en fait. Donc je suis allé dans les 1000%, j'ai regardé, je trouvais ça super sympa. Et puis comme à l'époque, ce qui ne se fait plus maintenant, parce qu'au 104 je suis déjà allé et ça se fait pas du tout. Ouais, À l'époque, nous, quand on rentrait dans les lieux d'entraînement comme la Défense, les halles, où on était peut-être une centaine, 200, 300 personnes à s'entraîner, quand on rentrait, on devait tous se dire bonjour. Serrer la main, se regarder dans les yeux. On se regardait tous dans les yeux, on se serrait tous la main. Tu faisais le tour de la Défense, mais au moins tu avais dit bonjour à tout le monde. Ça, au 104, ça n'existe plus. Tu arrives, tu t'entraînes, rien à foutre de la vie. Bon, Non, voilà, c'est ça, pas- c'est des valeurs pour moi qui sont pas la même importantes. génération. Ouais, c'est pas la même Pas le génération. même code. C'est des valeurs qui se perdent. Et donc après, c'est vrai que dans ce genre d'endroit, il faut garder ces valeurs-là. Mais pour ça, il faut avoir des gens qui maintiennent ces valeurs et qui les transmettent. Clair. Et nous, à Gare de Lyon, je sais que quand il y a des gens qui arrivaient, qui fumaient, par exemple, on était plusieurs à dire tu fumes pas ici, c'est pas possible. Et pareil pour les détritus, c'est sale. Pour garder votre espace. Pour garder l'espace propre et surtout pour qu'on puisse revenir, pour qu'on n'ait pas de problème pour revenir. Donc la Défense, donc tu es venu et effectivement, à la fin de 1000%, quand tout le monde se barrait sans ramasser leur McDo, j'ai pris le sac poubelle avec Yuval, j'ai mis dans les sacs poubelles et du coup je suis rentré staff 1000%. Alors pas en tant que femme de ménage. Non, mais parce que tu faisais partie des rares personnes qui étaient. Moi, je faisais l'événement, tout le monde me voyait faire. Très bien, à l'époque, je venais même carrément avec mon balai et un sac plastique et je nettoyais devant tout le monde. Les gens des fois ils me filmaient. Et personne ne Non, m'aidait. personne m'aidait. Hein. Personne n'aidait à ramasser, ou très peu de gens en tout cas. Non, il y avait très peu de gens, et puis toi, Très peu les gens de t'es gens. venu un peu m'aider. Après, on a parlé, après, Ouais, on a c'est refait ça. le monde, et puis finalement. Et puis après, tu t'es retrouvé au battle débutant. Ouais. Et c'est là que enfin le site a bien voulu daigner venir filmer. Voilà. Donc Ouais. Yuval était au cœur des polémiques. C'était le mec le plus détesté de France, C'est clair. voire du monde. Mais quand il était là, il y avait les caméras, comme par hasard. Donc écoute. Voilà. Donc. Tu sais, tu l'as vécu. Ouais, je l'ai vécu. Donc du coup, je suis rentré dans le staff 1000% et voilà. Très bien. Par la suite, tu as été là, je sais pas qu'il y avait. Tu as construit tout, l'arène, je sais pas, champ de bataille, il y a eu 1 milliard d'événements. Alors la Défense, c'est un événement par mois. Plus Que ça. Ah, plus, j'en ai fait plein, parce qu'il y avait le break, la lance debout, le break, la lance debout. Alors c'est vrai que Yuval a tendance à dire la Défense c'est moi. Alors la Défense c'est pas que lui. Non, c'est Dans la sûr. Défense il y a Tonise, il y a Henrik, Céline. il y a Céline également, il y avait Plémo aussi, DJ il y avait Alpage. Alpage qui venait souvent, il y a eu Cléon qui est venu poser aussi ses platines gratuitement. Il y a eu le qui d'autre encore DJ de mots, Il y a eu 5K aussi qui venait. 100K. Il y a eu qui d'autre encore. Bon, enfin voilà tout. Il y a eu du monde. Il y a eu du monde. Il y a eu du monde, hein. Il y a eu du monde. Donc du coup la Défense, c'était lourd quoi. C'était du super niveau. Et puis
Tous les danseurs de France sont passés chez nous. Hein. Tout le monde. Tous. Ils Toute sont une tous génération. passés chez nous. Toute la génération, même d'aujourd'hui, ils sont tous Hip-hop, passés chez nous. house, Tous. break, footwork, top rock, tout le monde. Tout le monde est passé chez nous. Pour Et 1000% à la défense, et ça, j'en suis très très fier. Ah ouais, Ah, c'était vraiment c'était bien. gratuit pour tout le monde et puis c'était pas élitiste, n'importe qui pouvait le faire. Ouais. C'était une vraie époque, la défense. Hein. Franchement, Mais c'était un vrai travail quand même, c'était dit. C'était une époque qui manque vraiment, en fait. Honnêtement, qui manque Il n'y a vraiment. plus. Il y a plus. La suite, ça a été. L'underground s'est arrêté en fait avec l'arrêt de la défense. Voilà. À la défense, ça. Pour moi, parce que le 104 c'est pas underground, hein, c'est un événement, c'est Non, je une suis d'accord avec structure toi. qui est subventionnée. Bon voilà, il fait beau, on est là. Enfin, C'est un beau spot. voilà. Pour moi et comme pour beaucoup, hein, l'underground hip-hop, il s'est arrêté avec le désamiantage de la défense. C'est ça. Voilà, Ensuite, les halles, on s'était fait jeter parce que, soi-disant, c'était un clochard qui était mort, mais en fait, tombé. pas du tout. Parce que moi, Ouais. j'ai discuté avec un flic qui m'a dit, en fait, il y avait trop de monde aux halles. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y avait des jongleurs qui venaient, il y avait des contempos qui venaient, les crumpers étaient à gauche, les breakers étaient à droite. Et du coup, en fait, les flics ne savaient plus où donner de la tête. Chacun ne ramassait pas sa merde, en fait, il laissait le la McDo. cour des miracles, quoi. Et c'est ça. Et du coup, les flics ne savaient plus où donner de la tête. Ils ont dit, bon, bah, tout le monde dehors. Voilà. C'est ça l'histoire. Hein. Je te rappelle qu'à l'époque de vraie la histoire est def, là, hein. c'était délicat. Des fois, les flics qui venaient, il fallait parler avec eux. Mais non, c'était combien de fois Plein de on fois. s'était fait, il fallait parler avec eux. Puis même avant, dans les spots de la défense, on se faisait confisquer le poste par les flics. Il y en a qui sont partis en garde à vue, etc. Non, c'est des galères. Juste pour danser, hein, juste pour la danse, hein, parce qu'on faisait rien de mal, hein, au contraire. Et même carrément, il y a eu une pétition, je me rappelle. Hein, Saïd, pour ceux qui connaissent Saïd de la défense, il vous le dira, pardon. Il y a même eu une époque où il y a eu une pétition. Pour fermer la défense ouais c'est ça, ils voulaient fermer ils voulaient pas, non, les flics ne voulaient pas qu'on reste là la nuit parce qu'on s'entraînait la nuit également à la défense ça, ouais. dans les sous-sols, hein, c'était sous la tour Areva, hein. Et il y a une pétition en fait des habitants pour qu'on reste pour que les danseurs puissent rester à la def. Parce que ça sécurisait. Parce que ça sécurisait le passage, parce que rappelle. du métro, pour certains, ils passaient sous les sous-sols de la coupole pour aller jusque chez eux, c'était plus rapide. Et savoir qu'il y avait des danseurs qui sécurisaient le périmètre en quelque sorte, ils passaient tranquillement. Ouais, puis c'est plus avenant les danseurs que Tout à fait. que les mecs qui sont là en train de tenir les murs. C'est un exact. peu schlagos Ouais, et c'est ça. tu sais pas un peu leur intention. Ça. Donc du coup, effectivement, ça permettait à plein d'habitants du quartier de pouvoir rentrer chez eux tranquillement. Donc il y a eu une pétition pour qu'on puisse nous laisser tranquilles. C'était extraordinaire. De toute Ça façon, n'existe plus, ça. moi, quand je vois la défense, je vois surtout la génération avant les danseurs, je vois surtout les Black Dragons, c'était leur place. Et il y avait les Dev Dogs aussi. Hein, Ouais, les beaucoup Dev de Dogs, eux, ça arrive vraiment après, mais Ouais, de ma les génération, c'est les Dragons. Ouais. Après, D'ailleurs, on est dans le fief, hein, on est à Nanterre. Hein. Après, moi, je Ouais. ne les connais pas, mais je respecte vraiment les Black Dragons pour ce qu'ils ont fait sur Paris. Hein, pour ceux qui connaissent leur histoire, il suffit de regarder sur YouTube, ils y sont. surtout, Voilà, leur donc, fief, c'était vraiment ouais. exactement Nanterre et effectivement Ouais, ils la sont défense. au parc là-bas, là. Donc voilà, moi, là, ici on est en plein cœur de Nanterre, hein, on est au Palais des Sports de Nanterre, là où moi je travaille aujourd'hui. Voilà, donc voilà, 1000%, voilà pour le 1000% en tout cas. Donc c'est Ensuite, pour moi l'underground s'est arrêté après. Et le Underground 10%, is dead. et le 1000% aussi un peu s'est arrêté finalement Ouais. après la défense, après le Ouais, désamiantage après, de la même défense. moi, j'étais moi, dans le truc. Après, on s'est relancé avec Airstyle, Ouais. l'aventure Airstyle, Franklin Rouleau, François Gautret, Hayet, toi, moi et Pour mon les ami. battle starters, donc Ouais. des battles débutants au 104. Exactement. Effectivement. Gratuit pour tout le monde. Et c'était la suite logique, un petit peu de la def, mais dans un format, Ouais, dans un format il n'y a différent. jamais eu d'argent. Non, jamais. 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 Comme ça, moi, genre ça, voilà, c'est toujours été gratuit. Bon, ça, Ah, c'est on a pour toujours... ah oui, ça par contre c'est un point d'honneur, faut quand même le dire, parce que souvent on est attaqué sur ce point-là, mais on n'a jamais fait d'argent. Tout a été bénévole, on faisait du social. tout le temps. Point, c'est du social. Social, et évidemment, on est passionné par ce qu'on fait, donc à partir de là, c'est vite vu, quoi. D'accord. Toi, l'époque du 104, tu l'as vécu quoi? 1 an, 2 ans? Ouais, j'ai vécu 1 an ou 2, ouais. J'ai trouvé ça trop aseptisé, moi. Ouais, Je trop suis gentil. trop gentil, je suis trop dans l'univers underground pour être aseptisé dans le 104. Voilà, après, parce qu'il y a eu trop de contraintes au 104. Rappelle-toi, après, j'ai rien contre le 104, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que parfois, c'est les administrations françaises. Pour avoir un micro, il faut attendre 2 semaines, 3 Ah ouais, semaines. ouais, les galères. C'était galère. Donc, on a fait les hip-hop théories, c'était très intéressant. Mais bon, enfin voilà, encore une fois, c'était assez compliqué à mettre en place. Ah ouais, c'est- Donc, trop de complications, au bout d'un moment, au revoir, quoi. Administratif. Voilà, l'administratif me freine souvent en général. D'accord. En plus, toi, t'es dans Ce l'administratif qui est maintenant. extraordinaire aujourd'hui, mais bon, Bah, on y reviendra. Ce qui est marrant. Ok, très bien. Toi, tu as vécu aussi un peu. Non, à un moment donné, pour donner ta transmission, tu es parti prendre des cours à New York. Alors moi, ouais, je suis allé me former à New York en fait pour la pédagogie. Donc c'est une pédagogie bien particulière. Ce n'est pas Alvin.
Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas l'une. Je les citerai pas, mais c'est Ok. voilà, c'est une pédagogie bien particulière qui permet en fait d'avoir non pas un frontal glace, mais un travail architectural autour du groupe. Et c'est un travail de jeu, de concurrence. Tout est en jeu en fait. La danse est un jeu. Et il faut pas savoir danser en fait pour enseigner. C'est ça qui est intéressant. T'as pas besoin de savoir danser. Ce qui me permet en fait aujourd'hui d'enseigner aux professeurs des écoles la méthode pour enseigner la danse dans les écoles primaires. Les clés. Donc je suis agréé aujourd'hui de l'Éducation nationale pour donner des cours avec cette pédagogie-là aux professeurs des écoles que je forme. Super intéressant, vraiment c'est un truc... peut-être qu'un jour je ferai un stage de ça, parce que c'est avec la langue des signes, c'est pour pouvoir travailler avec 300 enfants, enfin c'est vraiment... Puis tout est dans le jeu, tout est dans la concurrence, l'entraide, c'est super intéressant, vraiment c'est très très intéressant comme technique d'approche de la danse. Il est bon, je t'ai dit. Ouais, je sais. Très bien. Après, il y a quand même aussi pendant 10 ans, enfin 2017, ça fera 10 ans. L'aventure Vertify, l'aventure électro, ça, c'est une grosse partie de ta vie quand même. Une grosse partie de notre vie, ouais. De notre vie. De notre vie, ouais. Donc toi, tu rentres comment dans l'électro Axon des Wanted demande à Yuval d'organiser des événements pour l'électro, pour la tectonique, ce qu'on appelait en 2007. Hein. Tectonique. Moi, j'avais une de mes petites élèves à qui j'enseignais le break, qui venait devant la glace et qui faisait des gestes de bras, ça me faisait mourir de rire. Et du coup, quand on m'a proposé de venir faire le Vertifight, qui ne s'appelait pas encore le Vertifight, puisqu'on cherchait le nom. On cherchait le nom, on s'est dit, bon, comment on va faire ? Et moi, j'ai accepté tout de suite l'aventure, parce que moi, je suis quelqu'un qui organise beaucoup. En fait, depuis l'âge de 16-17 ans, en fait, j'organise moi des choses. Peut-être que tu le sais pas. Si, mais depuis l'âge de 16-17 ans, en fait, moi... Au Palace, tout ça. Ouais, c'est ça. Quand j'étais sur les bancs de l'école, moi, ça me faisait chier. J'avais déjà découvert le monde de la nuit, et j'étais déjà dans les boîtes de nuit. J'ai pas peur de le dire, je suis le premier danseur hip-hop à être rentré au Queen avant tout le monde, avant toutes les soirées Respect. Moi, n'y allais pas. Sandrine, la physio, je la connaissais très bien, donc je rentrais tranquille. Oui, mais peut-être que les personnes qui te regardent ne savent pas c'est quoi le Queen. Ah, sûrement. Le Queen, en fait, c'est une boîte gay, en fait, qui est sur les Champs-Élysées. Et j'ai rien contre eux, j'ai aucun problème avec ça. Non, je rigole, t'inquiète. Et en fait, donc moi j'allais dans les soirées hip-hop à l'époque, j'allais souvent à l'Erotica, j'adorais l'Erotica le vendredi soir. Et là où je m'éclatais... Et là où il y avait les warm-up, pas les warm-up, Je sais pas si c'était warm-up, mais c'était le vendredi soir, c'était Chris qui organisait ça à l'Erotica. Je me rappelle ça. Et c'était super sympa, il y avait les Hop aussi souvent à l'époque. Je m'étais fait flinguer par une bande de meufs là-bas, en danse, c'était super sympa. Vraiment, j'ai adoré me faire flinguer par ces meufs parce que ça m'a donné du power pour rebooster. Et après, moi, je suis parti souvent dans les soirées... au Rex Club, les soirées New Jack, où j'ai rencontré un gars avec qui j'ai fait un battle, enfin un bel échange, c'est super intéressant. J'ai jamais su qui c'était. J'ai su, presque, j'allais dire 30 ans plus tard, que c'était Foued en fait. Funky Foued. Funky Foued. J'ai vu des photos de lui quand il était jeune et je me suis dit, mais putain, mais c'est lui que j'ai affronté. Je pense que vous ressemblez en plus physiquement. En plus, c'est les boules de gomme. Je me suis dit, mais c'est lui que j'ai affronté au Rex Club. Et il m'a dit, oui, c'était moi et tout. Et j'ai halluciné, quoi. Donc, Funky Foued. Ça devait être en... Je sais pas, ça devait être en 94, quelque chose comme ça. Donc moi j'écumais beaucoup ces boîtes. Il faisait de la hype avec du strobo. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et donc j'écumais beaucoup les boîtes. Et c'est vrai que c'est arrivé à une époque où c'était schlagos, quoi. Tu te faisais dépouiller, c'était de la bagarre à chaque fois et tout. Et puis en fait un jour, je partais à l'Erotica justement, à Pigalle. Et en fait on me dit, non, viens aux Folies Pigalle et tout, viens voir ce que c'est les Folies Pigalle et tout. Et je rentre dans une boîte. La house venait d'arriver en France. Je comprenais rien à la musique. Musicalement, je comprenais pas la musique. Musicalement, je comprenais pas la musique. Et du coup... Mais 94, c'est avant la house, il y a comme la dance qui était déjà placée. Non, l'Eurodance, c'était arrivé beaucoup plus tard, non? Toi, tu penses? Non, moi je peux dire que dès 90, 91, on a déjà les Everybody's Free, des musiques comme ça. C'est en 90, ça. Ouais, parce que moi j'ai commencé le blog en 91, donc c'est possible. Ouais, t'as raison. Bah oui, t'as raison, parce que j'étais dans la hype, moi, à cette époque-là. Ouais, t'as raison. Si, il y avait la dance. C'est vrai, donc c'est la dance. L'Eurodance, moi, j'écoutais pas, je trouvais que c'était de la merde. Mais par contre, la house, je crois que la première fois où j'ai branché FG, qui s'appelait Fréquence Gay à l'époque, hein, c'était pas Funky Generation ou je ne sais quoi, c'était Fréquence Gay. Et la première fois que j'ai branché ça, alors tout le monde était arrivé sur Nova, hein, avec les freestyles et tout. Dynastyle, ça. Ouais, Dynastyle et tout, c'était super sympa ce truc aussi. Je me branche sur FG et j'entends une espèce de musique un peu industrielle que je ne comprends pas du tout. Et à cette époque-là, ce qui est intéressant de savoir, c'est que soit t'écoutais du hip-hop,
soit t'écoutais de la house. C'est sûr, C'était impossible d'écouter les deux. Pour les gens, c'était très... même de danser sur les deux, c'est c'était intoléré. Pardon, intoléré, n'importe quoi le mot français. Intolérable, pardon. C'était intolérable. C'était pas possible. C'était soit t'étais une Kaira, un mec du quartier, t'écoutais du hip-hop, soit t'étais un gros gay et t'écoutais de la house. Donc c'était très très dur. D'ailleurs, je salue beaucoup les danseurs de house de l'époque qui ont commencé, qui ont été les pionniers. Donc Mission Impossible, les voilà, Mission Impossible, Rabat, toute la bande. C'est tous ces gens-là, je pense qu'ils ont eu beaucoup Dès 95. Ouais, ils ont eu, à mon avis, beaucoup de difficultés dans le milieu à cause de ça, même si c'était aussi des danseurs hip-hop pour certains. Voilà, je me rappelle, moi, de réflexions que j'ai entendues. Voilà, t'écoutes de la house, t'es un PD. Et aujourd'hui, c'est les mêmes mecs, hein. Les mêmes mecs, parfois, ils mixent de la house aujourd'hui. Ouais, mais bon, c'est bien, les gens, voilà, ils s'ouvrent. Je sais que moi, j'étais plus ouvert que d'autres par rapport à la musique. Donc, comme ça partait tout le temps en soirée bagarre, les soirées hip-hop, quasiment, hein, moi, je filais finalement au Queen, au Folies Pigalle, sur lequel, en fait, je mettais ma New Jack, ma hype, je mettais cette énergie-là sur de la house. Donc, voilà. Et j'ai vu les soirées Respect arriver, j'ai vu tous ces danseurs arriver à un moment donné. Ils sont arrivés au Queen alors qu'il y avait déjà des vogueurs qui étaient là, qui sont partis très rapidement. J'ai pas compris où ils étaient passés. Peut-être la mode qui était finie. Peut-être la mode qui était finie, je sais pas. Je sais qu'à une époque, il y avait beaucoup de vogueurs à cette époque-là au Queen. Et puis ils sont partis comme ça. Très de poussière, parce que je les regardais danser, j'adorais leur façon de danser, c'était super intéressant. Et puis voilà, donc et moi j'ai commencé... Encore que la plupart des gens pour cette génération, ils n'auraient pas regardé les vogueurs. Non, ils n'auraient pas regardé. Ils s'en foutaient. Et donc moi j'ai commencé à organiser dès l'âge de 16-17 ans en fait, des grosses soirées au Palace, au Crystal Palace, au Privilège, qui s'appelait le Kit Kat à l'époque, le matin, c'était les afters. Les afters, ça que je cherchais, c'est le mot after que je cherchais. After Kit Kat, donc j'organisais beaucoup de soirées là-bas, j'ai fait les Folies Pigalle aussi en organisation. Voilà, j'ai fait j'étais déjà dans l'organisation, ça me plaisait. Et puis moi, avant même de partir dans les boîtes de nuit, j'organisais des événements dans mon lycée, quoi. Et j'étais connu comme ça en fait, j'organisais des péniches, des soirées. Salopard. Celui qui gagnait passait la soirée avec toi. C'était génial, c'était une bombe atomique. Voilà, et puis en fait tout ce côté organisationnel, je l'ai mis dans les événements en fait, dans les événements pour le hip-hop et pour l'électro. D'accord. Donc voilà l'aventure Vertifight, grosse aventure où on a la reconnaissance de beaucoup de danseurs électro, de tous les danseurs électro de la planète ils ont en fait. grandi avec nous. Parce qu'effectivement, ils le disent eux-mêmes, hein, mais je vais le redire, hein, sans le Vertifight aujourd'hui. L'électro, il n'existerait pas. Il serait déjà enterré, enterré. Il serait fini déjà fin 2007. Alors voilà, moi j'ai aucune animosité contre personne. On a vécu une très belle histoire. On la vit encore puisqu'on est le 15 octobre, je fais la pub, le 15 octobre à Nanterre, il y aura le prochain championnat du monde, le 6e championnat du monde, hein, quand même. Hein. Et gratuit. Et gratuit, d'accord. Donc on a quasiment, à part les Vertifight, qui s'autofinançaient, donc on avait besoin d'argent, hein. L'argent n'est pas sale, il faut savoir juste s'en servir à bon escient, et avec des valeurs qui nous ressemblent. Et effectivement, aucun événement n'a été payant chez nous quasiment. Hein. Est-ce que tu pourrais dire que les valeurs qui ont été inculquées lors du Vertify, parce qu'il faut que les gens sachent qu'avant que le Vertify commence, on parlait tous les deux. On parlait, discours pédagogique. Pendant très longtemps. Pendant très longtemps. Chaque mois, on les coachait. C'est ce qui s'appelle du coaching. On les coachait tous les mois pour leur dire voilà la direction à prendre dans la danse. Même si on ne dansait pas cette danse, moi je ne danse pas l'électro, c'est quelque chose qui m'intéressait en tout cas, mais l'aventure de coacher ses enfants, parce que c'était des enfants à l'époque. Tu as regardé une vidéo B-Boy ironique, ironique. J'ai regardé une vidéo, tu vois les visages. Ils ont 15 ans, quoi, ils ont 12 ans. Alors c'est Naïm, c'est Ashraf, c'est Jimmy, c'est tous ces gens-là qu'on a vu grandir. Taylor, 12 ans, 13 ans. Taylor qui était tout petit, quoi. Taylor, Bats, tous ces gens-là, et on les a vus tout petits, on les a coachés, on leur a dit quelle direction prendre. Chacun s'est fait sa personnalité, son style. Des mecs comme Goku aujourd'hui, pour moi, c'est des monstres, quoi. On a fabriqué. Clairement, le Vertifight, en fait, c'est l'école des monstres. Moi, je suis professeur Xavier, quoi. Tu vois, c'est ça un peu. Hein. Et honnêtement, mais sans aucune prétention. Hein. Jimmy, notre fer de lance pendant des années. Ouais, on est sans aucune prétention. Et c'est pour ça qu'on cite les noms, parce que c'est important de les mettre aussi en avant. C'est pas que mon interview, en fait, c'est l'interview de toute une génération, quoi. Pour moi, c'est vraiment les danseurs électro sont. C'est nos enfants, quoi. Moi, je les considère comme ça aujourd'hui. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas senti prisonnier du Vertifight? C'est-à-dire qu'au début, on voulait faire quelques éditions. Ouais, quelques éditions. Et après, on s'est tellement vite retrouvé, sans le vouloir, des référents
dans le milieu que, en fait, ouais, ils attendaient tout de nous, quoi. Et c'était un travail, mais monstrueux. Je me rappelle, je partais en vacances, j'étais obligé de prendre mon ordinateur parce que je me retrouvais avec 500 messages quand je revenais, quoi. C'était faramineux. On a dû faire 12-15 éditions sur la première année. Ouais. Ensuite, il y a eu les licences. C'était beaucoup de travail. On a fait tous les gens qui voulaient pas forcément travailler avec l'électro. Par la suite, ils ont tous pris des licences, tu te rappelles ? Oui. Marseille, Lille, Lyon, partout. Partout. Et le plus gros travail après, c'était sur le championnat du monde. Quand on a fait les licences mondiales, là, c'était énorme. C'est très, très dur. Parce qu'on s'est fait plagier directement par la Tunisie et par la Russie également. Est-ce que les gens qui ont pris des licences dans le monde, est-ce qu'ils ont payé le Vertifight ? Certains, oui, au début, on faisait payer la licence Vertifight, début. effectivement. Parce qu'on s'autofinançait, il fallait forcément qu'on ait de l'argent qui Après, rentre. on l'a vite arrêté. Bah oui, puisque les subventions, ça ne rentrait pas. Les gens, déjà, on ne savait pas faire les subventions, déjà pour commencer. Et surtout, quand on osait, ou quand on rencontrait des gens qui étaient susceptibles de nous aider, rien. Des belles paroles. Quoi. Rien, des belles paroles. Et même même dans des villes. Enfin, je veux dire, je ne vais pas citer de villes, parce que je ne vais pas mettre à dos de certaines villes. Mais j'ai déjà rencontré des agents à la culture, enfin des services culturels, les services jeunesse, services sport, etc. J'en ai déjà rencontré plusieurs dans plusieurs villes. À chaque fois, c'était c'est génial, c'est un événement français, c'est super, c'est une danse française, il faut. Mais en fait, moi je déteste les il faut, il n'y a qu'à Faucon. Voilà. Il n'y a qu'à Faucon, il n'y a qu'à faire ça, faut qu'on fasse ça. Et au bout du compte, il n'y a plus personne. Il n'y a personne. Les Yaka Faucon, je les fuis à une vitesse extraordinaire. Donc pendant 10 ans, tu as été fidèle au Verti, tu as toujours été présent, presque limite un sacrifice de vie. Sacrifice de vie pendant 10 ans. Oui, c'est clair, sacrifice de vie. Et puis j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté d'un coup, j'ai failli faire un burn-out, il fallait que j'arrête, j'en pouvais plus. C'était vraiment beaucoup trop de travail, vraiment. Mais c'est toi qui t'occupe en plus de la qualif monde, le contact avec les gens, il faut que les gens le sachent. Et puis j'embarquais les danseurs dans les ambassades de Russie à 7h du matin pour qu'ils puissent partir faire leur stage. Je partais avec eux parfois. Non, c'était très très dur. C'était organiser le Vertifight, c'était gigantesque. Le Vertifight monde en tout cas. Parce que jusqu'à la qualif France, ça allait, c'était bon enfant, c'était bon esprit. Mais depuis le championnat du monde, c'était waouh. Mais en contrepartie, j'ai appris une profession. J'ai appris un métier, j'ai appris l'organisation internationale. Mais par contre, si tu peux aussi leur expliquer que le premier Verti, on l'a fait avec 0 €. Oui, 0 €. 0 €, on s'est débrouillé par nous-mêmes. Des bouts de ficelle. On doit de l'argent à personne. Ouais. Et c'est vrai qu'au début, on était vus comme des arrivistes. Il y a Axel aussi dedans. Ouais, Axel, bien sûr, je l'ai cité tout à l'heure. On a fait 80 personnes. Au début, la première édition, on a fait 80 personnes. On se retrouve aujourd'hui en tant que référent mondial de la culture électro. Je veux dire, c'est une chance. Est-ce qu'au début, quand tu as créé le Vertifight, les gens nous ont craché dessus ou pas ? Bien sûr. On a eu des guerres, de lobbying. Le monde nous a craché dessus, le hip-hop nous a craché dessus, parce qu'on n'a pas le droit d'écouter autre chose que du hip-hop. Et avant de passer à la prochaine question... Il y a trop d'ouverture d'esprit pour ça, et surtout il y a un truc moi, qui me dépasse, c'est dans le hip-hop, en fait, les gens ne savent pas qui tu es. C'est-à-dire qu'on te voit comme ça dans les événements, mais personne ne va te poser des questions. Mais les gens ne savent pas d'où je viens. Sauf moi en tant que speaker. Ouais, ils ne savent pas ce que j'ai fait dans ma vie. Tu vois, moi j'ai eu des élèves, dans ma vie qui sont passés, je leur ai enseigné le break. Ils pensent que je suis juste breaker, ils ne savent même pas que je danse debout. C'est pour dire à quel point les gens ne s'intéressent à personne. Et ils s'intéressent juste à eux-mêmes et ne voient que la vitrine des choses. Mais à un moment donné, il faut aller poser des questions, il faut s'intéresser aux autres avant d'émettre un jugement. Tu vois ? Donc moi j'ai bossé quand j'étais gamin, quand je suis parti à Montpellier, j'étais dans une compagnie avec qui j'ai travaillé avec Laurent Garnier, on a fait sa tournée, j'ai travaillé avec Carl Cox, avec Manuel Malin, j'ai travaillé beaucoup dans des rave parties. Voilà, et moi j'écoutais beaucoup de house et de techno à l'époque. Voilà, donc je trouve ça impressionnant que les gens puissent te dire ouais, t'as pas le droit de faire ça, mais de quel droit ? Je fais ce que je veux. Alors une dernière question par rapport et tous ces gens qui ont critiqué, après effectivement, sont ceux qui ont pris les licences, Vertifight, sont ceux maintenant, même aujourd'hui, qui sont jurys. Hein. Ouais. Mais au début, quand on allait voir les gens, la première année en 2007 par rapport à l'électro, on va pas donner de nom, on va pas vous afficher, mais on a demandé à beaucoup. Il mériterait par contre. Ouais, on a demandé à beaucoup de danseurs hip-hop, la plupart ils nous disaient quoi ? Ils nous disaient que c'était flingué, c'était pas possible. Ouais. Ils voulaient pas assimiler leur nom à l'électro. Leur image et leur nom. Mais c'était trop tôt, en même temps, c'était trop tôt. C'est vrai que l'électro, c'est pas l'électro, c'est la tectonique à l'époque. C'était dégueulasse, honnêtement, même moi je le dis, c'était une danse qui était pas terrible, c'était pas sur la musique, c'était pas beau, c'était pas très esthétique. Bon, mais voilà, et on en a fait des monstres. Voilà. Et aujourd'hui, quand on voit des danseurs électro dans des événements hip-hop aujourd'hui, ils tiennent la vedette. Hein. Clairement, hein. Et ce qui a fait basculer cette chose, c'est
c'est le battle de Paul Erec. Ouais. Hip-hop contre électro. Hip-hop contre électro. On nous a appelé, on nous a dit Paul Erec nous a appelé, il nous a dit est-ce que tu veux bien, vous voulez bien ramener les danseurs électro? On a dit ok. Hip-hop en face, ils se sont fait exterminés. Et du coup c'est là que l'électro a pris des lettres de noblesse. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent un peu au hip-hop, vous verrez que avant ce battle-là, qui date de 2009, je crois. 2009. Avant ce battle-là, qui date de 2009, il suffit d'aller voir sur YouTube, il y a écrit. Je crois que c'est hip-hop vs Electro, Battle Planet Hip-Hop. Ouais, Planet Hip-Hop. Voilà, vous allez voir. Et avant cet événement-là, les danseurs New Style ne dansaient pas avec les bras. Il y avait quelques mecs qui faisaient un peu de bras, c'était genre Vice, mais c'était pas non plus leur plus gros point. Les seuls bras, franchement, honnêtement, celui qui avait développé plutôt ce truc-là, c'était quand même Ramsès. Ramsès Pharaon. Ramsès, je peux rien dire. Ramsès du hip-hop, c'était plus des Tetris. Ouais, c'était plus un Tetris, mais c'est lui qui avait bien développé cette branche-là. C'est vrai que c'est lui. Cette branche-là, c'est lui. Il y a lui, Stiga par la suite qu'on a fait aussi. Exactement. Mais en bras, il n'y avait personne. Non. Il y avait personne. On regarde ce battle-là et on voit bien le basculement entre 2009 et 2010 quand on reprogramme de nouveau électro contre hip-hop. La façon de danser, en 2009, il n'y avait que des têtes. Elle était différente. Ça a changé. Ça a été un tournant ce jour-là. Il y a eu un basculement dans le hip-hop qui Après, qui soit s'est tu peux, inspiré. soit tu assumes ce truc-là, soit tu l'assumes pas, mais tu regardes les vidéos, t'es danseur, tu sais. C'est factuel, c'est vraiment factuel. Et donc, du coup, de ce jour-là, la danse électro a eu tout le respect de la danse hip-hop. Moi aussi, je pense, ce genre-là. C'est évident. Après, chacun peut raconter sa vision. Bien sûr. Moi, je me rappelle très bien de l'époque. Nous, on est au cœur du sujet, quoi. Donc, on est bien. Ok. Est-ce qu'il y a des danseurs que tu aimes bien en ce moment? Dans quelle discipline? Ce que tu veux. Moi, j'ai envie de quand même partir sur IC, qui est une des. Tu l'as kiffé? Tu l'as vu quand dernièrement? Oh, je le vois, je le suis de temps en temps. Il ne sait pas, parce que moi, je suis quelqu'un de discret, comme je dis. Tu suis le lyrique. Je suis IC, c'est quand même quelqu'un de vraiment très très bon. Deadson, j'ai toujours adoré son style. Il y a eu qui encore Enfin, il y a pas mal de. En fait, ce que j'aime, c'est tous ces danseurs un peu anciens, finalement, qui ont une originalité, une vraie originalité. Et qui arrivent à tenir sur les années. Et qui arrivent à tenir sur les années. Ouais, ça, c'est très très dur. Et en hip-hop, en fait, on m'a toujours appris à être original pour pouvoir se démarquer des autres. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est ce que je vois. Et j'en reçois quelques-uns, des danseurs du 104, quelques danseurs hip-hop du 104. Je leur dis, mais quittez le 104. Vous vous ressemblez tous, les mecs. Vous dansez tous de la même manière parce que vous êtes tous codifiés. Et je le vois parce que maintenant, je suis DJ aussi. J'ai ma casquette DJ. Je me place dans les battles où je mixe. Je vois des gens, ils sont pas sur le son. Des fois, j'ai envie de couper la musique. Je leur dis, bah, vas-y, continue. De toute façon, tu n'as pas besoin de musique. Parce qu'ils sont tellement incrustés dans leur chorégraphie, dans leur code chorégraphique, qu'ils en oublient le flow, qu'ils en oublient de danser. Il y en a très très peu aujourd'hui du 104 qui sont... Tiens, j'ai pensé à Tahiti Bob, par exemple, tu as fait son interview il n'y a pas longtemps. Il est venu me voir il n'y a pas longtemps et tout, on a discuté. Je le voyais souvent dans des battles débutants. J'ai dit, mais sors de là, sors des battles débutants. T'es quelqu'un, t'as du flow, t'as du potentiel. Mais moi, je l'ai connu chez toi. Je pense que oui. Il faut que tu sortes de là. Il faut que tu sors de là. Il faut que tu ailles voir des battles un peu plus haut de gamme, tu vois, ou en tout cas de ton niveau. Et c'est ce qu'il fait. Donc il est venu me remercier la dernière fois parce que finalement il commence à les gagner. Oui, mais super. Mais il est bon. Mais il est bon parce qu'il est original. Puis il y en a d'autres comme ça, mais au 104, ils sont. Plus là, il affronte Dickens il n'y a pas longtemps. Oui, j'ai vu ça. Ouais. Il a pris un galon. Ouais. Mais il le sait, il est venu me voir au LRC, il le sait. Mais c'est vrai que voilà, ce côté recopiage de tout le monde, le 104, c'est une usine à danseurs en fait. C'est pour ça que je l'évite, c'est pour ça que vous ne m'y verrez jamais, c'est pour ça que j'essaye au maximum de dire à mes élèves de ne pas y aller, parce qu'il n'y a rien à y faire là-bas. C'est du copier-coller. À partir du moment où tu as une salle. Ouais, mais c'est du copier-coller de tout le monde en fait. Et je trouve dommage. Après, certainement dans le lot, il y en a, je viens de le dire de toute façon. Mais au 104, c'est une usine à danseurs et il y manque pour moi, il y manque cette originalité en fait. Vous dansez tous pareil. Oui, il manque surtout des événements au sein du 104 pour pouvoir donner de la vie au 104. Ça, c'est notre histoire. Non, moi je parlais vraiment du fondement de la danse en fait. C'est trop codifié pour être de la danse. Je vois. Voilà, je fais ma grosse tête pour voir le temps. 34 minutes. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans le hip-hop ? Il y a tellement de choses qui dérangent dans le hip-hop. Mais en même temps, on aime tellement le hip-hop. En même temps. Moi aussi, je peux être quelqu'un de dérangeant. Tu vois, donc moi, ce qui me dérange dans le hip-hop, je sais pas. Honnêtement, non, ça vaut même pas le coup de relever le truc. D'accord. En fait, ce qui est important, c'est de pas se dire que tu peux vivre avec avec le hip-hop, parce que ça rend les gens aigris. Et c'est ça vraiment, qui me dérange au maximum. C'est le problème numéro un pour moi. Les gens qui ont tellement pas de contrat, qui ont tellement rien et qui en veulent à la terre entière.
À un moment donné, il faut faire le choix aussi, et c'est ce que je dis aussi à mes élèves qui veulent vivre de la danse. Il faut avoir un plan B à côté. Il faut travailler à côté. Et il faut attendre que finalement ça vienne. Moi, aujourd'hui, je vis de la danse. J'en vis. Je vais même te dire mieux, je pense que le plan B, il va plus t'aider que le plan A. Ouais, mais c'est évident. La danse, il y a très peu d'élus dans la danse. Hein. Ceux qui en vivent sont très très rares. Ils sont très rares. Parce qu'il faut avoir un sens commercial aussi. Il faut savoir se vendre en tant qu'artiste. Et c'est pas évident pour un artiste de savoir se vendre. On ne sait pas forcément faire ça. Voilà. Donc il y a très peu de gens. Donc effectivement, tous ces gens-là qui sont très aigris de la danse, ouais, je les évite parce qu'ils me fatiguent et surtout, c'est pas mes valeurs. Et puis moi, voilà, aujourd'hui, je vis de la danse. J'ai la chance. Et encore une fois, je le dis, c'est de la chance. J'étais là au bon moment, au bon endroit. J'ai eu ce que je voulais. Mais t'as passé tes diplômes, voilà. Je me rappelle. Donc aujourd'hui, je travaille pour la ville de Nanterre. Je suis responsable de la danse et des pratiques urbaines sur la ville. Donc je donne des cours de danse en tant que fonctionnaire. Je crois que ça n'existe nulle part ailleurs, parce que j'en ai parlé en plus à Serge, qui est mon boss. Et j'en ai conscience. Je ne crois pas qu'il y ait qui que ce soit en France qui s'occupe de la danse autant que je le fais à Nanterre, moi. C'est-à-dire, on me laisse carte blanche pour faire un événement. Avant que tu arrives sur Nanterre, il y avait combien d'événements ? Je sais pas, je m'intéressais pas forcément à Nanterre. 3, je sais pas. Ouais, c'est possible. Il y avait Sandrine de Guy qui fait beaucoup pour le hip-hop aussi à Nanterre. Hein. Donc je la salue aussi parce qu'elle fait beaucoup de scènes pour première scène hip-hop. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de danseurs hip-hop qui passent sur première scène hip-op. Donc moi, je parle plus de battle. De battle. Il y avait le battle XXL de Sandrine. Mais non, à mon souvenir, je ne crois pas qu'il y en a eu. Parce que toi, tu as la ministre à peu près une dizaine, non ? Ouais, j'ai à peu près 15 événements par an. C'est vrai que les choses ont un peu évolué. Je fais pas que de la danse, mais j'ai pas mal de pratiques urbaines également. Mais ouais, j'ai à peu près 15 événements par an sur la ville de Nanterre. Donc, mais ça, je te dirais, c'est un peu l'accomplissement de tout le bénévolat qu'on a fait pendant plus de 15 ans. C'est sûr. Ouais. Parce qu'on va me dire, tu travailles. Ouais, mais tous les aigris vont dire, tu travailles pour Nanterre, machin, blablabla, planqué. J'ai entendu déjà. Hein. Mais bien sûr, mais pendant 20 ans, on a officié à la Défense à faire des événements gratuits et tout. Et tout ça, ça a payé. Tout ce bénévolat a fait que j'ai été reçu dans les bureaux pour mon recrutement. Et on a vu que j'étais pas un charlot parce que tout pouvait se vérifier sur Internet. Tout. Du Vertify, même ton réseau, ton travail, même ton accessibilité en tant que personne. Je suis très accessible, ouais. Ah ouais, je suis très accessible. Si tu parles avec moi, on peut me parler. Je suis pas un mec chiant, je suis pas un mec hautain surtout. Je suis pas un mec prétentieux du tout. En revanche, je connais la valeur de mon travail. Je sais ce que j'ai accompli, je sais ce que j'ai fait. J'en ai conscience. Je suis lucide par rapport à ça. Et je vais pas m'abaisser par rapport à ça parce que ça a été vraiment du sacrifice humain. Sacrifice personnel plus exactement, mais j'aime bien rigoler, c'est cool, du sacrifice personnel dans ma vie, donc pour ça, oui, non, je suis fier de ce qu'on a accompli. T'as pas volé ta place? Non, je l'ai pas volé, je l'ai pas volé, aujourd'hui j'ai entièrement ma place au sein de la discussion et du débat, quoi. C'est clair. D'ailleurs, tu avais même pris la parole, je me rappelle très bien, tu avais pris la parole lors des conférences par rapport au mouvement, tu étais très actif par rapport à ça. TNSP, le DE, tout ça, c'est encore une autre formulation. Ça, c'est un bourbier. Les gens ne comprennent pas ça. Ils veulent même pas s'en soucier, d'ailleurs. Tu vas bien dans les réunions. Comme je les comprends, honnêtement, mais comme je les comprends. Moi, quand j'étais gamin, la politique, j'en avais rien à faire. Aujourd'hui, j'ai 40 ans, la politique, si, c'est important. C'est important, mais ça, tu peux pas aller plus vite que la musique. Hein. Les mecs, dans la danse, ils veulent danser. Et ils ont raison. C'est à nous aussi de jouer les garde-fous et d'aller au charbon. Après, on a tous des vies, effectivement. Pour aller dans les réunions de mouvement, c'est du temps, c'est du travail. Tu fais tes 8 heures ici, tu as pas envie d'aller de l'autre côté de Paris, c'est sûr. C'est clair. C'est un travail. Mais bon, le mouvement reste quelque chose qui me tient à cœur parce que je suis contre toute forme de diplôme sur la danse, quelle qu'elle soit. Hein. Je parle même pas du hip-hop, là je parle en général. Je suis contre un diplôme surtout. Par contre, je suis pour un tronc commun. Ouais, effectivement, c'est bien d'avoir des bases pédagogiques, c'est bien d'avoir des bases anatomiques, etc. Mais en ce qui concerne l'artistique, je suis contre tout diplôme dans la danse, dans l'art en général. Paul Valéry disait, le diplôme est l'ennemi de la culture. Voilà. Bon, si Paul Valéry le disait, Valéry, c'est celui qui avait créé les écoles, tout ça là. Paul Valéry. Allez voir sur Google, c'est mieux. Wikipédia, ça le fait. C'est ce qui me semble, mais je suis pas sûr. Ok. Je ne vais pas dire de bêtises. Tu ne pas beaucoup les bibliothèques, toi, je crois. Moins qu'avant. Ah oui, il y a un truc aussi que j'adore dans le hip-hop avec Yuval, c'est qu'est-ce qu'on peut se charrier. Ça, c'est quelque chose. Moi, c'est quelque chose. À chaque fois quand on venait avec les caméras
Pour fumer les gens. Pour fumer les gens. Mais qu'est-ce qu'on se marrait. Et c'est vrai qu'on a plombé beaucoup de réunions, Yuval et moi, parce que dès qu'on se voit, on se vanne, on n'arrête pas. Heures. Et on cherche. Comme le Mongol. Et pour nous, ça fait partie du hip-hop. Parce que c'est de la provocation, déjà dans un premier temps. Et c'est le sens de la répartie. Et c'est comme un battle en fait pour nous, c'est des joutes verbales. C'est vrai que des fois il y a des mecs qui me demandent de faire des battles charriage, mais je vous fume, vous vous rendez même pas compte. J'ai des années derrière moi de charriage. Le premier qui m'a instruit là-dessus, je te dirais, c'est Stiga. Stiga qui aussi m'avait était bon. fumé dans une vidéo, qui m'avait fumé, mais vraiment fumé. Et de ce jour-là, je fais non, je me laisserai pas faire. Il n'y a pas de raison. Moi aussi, j'ai mon esprit un peu b-boy. Je me laisserai pas faire. Et je l'ai défoncé dans la vidéo d'après. Et après, Yuval s'en est pris plein la gueule. Et Yuval, en fait, c'est quelqu'un qui me craint. Il le dit pas, il le dira jamais, mais il me craint grave. T'as vu, il rigole. C'est une vérité. Ah putain, le con. Donc voilà. Donc ouais, pour moi, ça fait partie du game. Et ça, pour moi, c'est des moments avec ce extrêmement visage en riches. forme de gomme. Et ce corps de lâche. Pour moi, c'est vraiment des Jean moments. Dujardin. On va pas y arriver là. Dominique Farrugia. C'est vraiment pour moi un moment qui est extrêmement important. Quand je rentre des fois de battle et qu'on s'est charrié, c'est ça que je vais retenir parce que c'est quelque chose pour moi qui est humain et qui dépasse le cadre de la danse. C'est vraiment, on est dans le côté vraiment humain et dans le côté. On est attractif, on est accessible, on est sympa, on se la joue pas. Non, ça joue pas, ça jouera jamais d'ailleurs. C'est pas notre personnalité. Ça. Ouais, j'ai toujours gardé la tête froide. Pourtant, j'ai fait plus de scènes que beaucoup de gens qui affichent leurs scènes. J'en ai fait énormément, j'ai beaucoup travaillé. Hein. Mais les gens, c'est vrai que me connaissent moins en tant que danseur. Parce que tu me vois pas dans un cercle. T'as eu des blessures dernièrement? J'en ai plein, moi. C'est vrai que les gens me voient pas en tant que danseur. Ils m'ont quasiment jamais vu. Ils m'ont vu à l'entraînement. Non, on me voit pas souvent. Je suis pas quelqu'un qui va faire les battles. Je suis pas pour les battles. Je vais te dire pourquoi je suis pas pour les battles. J'en organise pourtant. C'est ça, pas l'absurdité, mais la contradiction qu'il y a chez moi. C'est que j'adore organiser des battles parce que moi, c'est mon côté organisationnel qui me plaît. Et j'adore voir pas les mecs se fighter. S'ils ont envie de se fighter, ils se fightent. Hein. C'est pas leur problème. C'est leur problème. Hein. Moi, j'ai jamais mis. C'est lui. Il faut savoir une chose. Hein, il sait tout faire. Les gens pensent que c'est moi le cerveau, mais c'est lui. C'est moi le cerveau. Il sait tout faire, le mec. Professeur Xavier, c'est moi. DJ. Il a pris les platines. Il a créé un jour, on était en galère, sur notre à l'époque, on était en galère, on avait perdu notre administrateur sur le site. Sur le site web. Tu t'es mis directement, tu as commencé à apprendre tout le truc. C'est Gaël, c'est Gaël Boug que je salue parce que je suis sûr qu'il regarde. Gaël Boug et Bougaloubed. Exactement. Gaël. Et tu as repris sa fonction. J'adore. Et j'ai repris sa fonction et j'ai dû apprendre Internet en 3 jours. Et j'ai appris. J'ai appris à créer un site en 3 jours. Voilà. Donc, fait partie de mes compétences. Je suis quelqu'un qui vient d'un. En même temps, je viens juge, il sait tout faire, le mec. Je viens d'un milieu aussi dans le hip-hop où, à l'époque, on était autodidacte. On devait apprendre les choses par soi-même. On devait être polyvalent. On devait. Voilà. Et moi, c'est ma nature. C'est comme ça que j'ai forgé ma vie, quoi. C'est comme ça que j'ai forgé ma vie. J'ai même appris des langues étrangères. On s'en rappelle. T'aimes bien parler le roumain. Ok, il nous reste encore 5 minutes. Allez, 5 minutes. Très bien. Est-ce que aujourd'hui, à un moment donné, tu as été dans les platines? Ouais. Bon, je te parle dans les battles. Ah, dans les battles, ouais. Tu fais moins DJ battle. J'en fais moins parce que ça m'intéresse pas. En fait, j'aime bien parce qu'il faut être pointu au niveau des sons et tout, super, une belle recherche. Mais bon. Mais t'es pas en train de me saouler pour essayer d'avoir des dates. Non, je m'en fous parce qu'en fait, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance pour les DJ dans les battles. J'en parlais récemment avec d'autres DJ comme Alpache, qui est un frère. Il y avait d'autres gens avec qui je parle, avec d'autres DJ avec qui je parle, et c'est vrai qu'il n'y a pas de reconnaissance. On s'en fout. On met toujours le DJ à part. Sur les flyers, il n'apparaît jamais le DJ. Donc c'est pas un milieu qui reconnaît ces DJ et qui les paye à peine en fait. Tu vois, donc, alors que le travail il est énorme derrière. C'est sûr. Et quand tu sais qu'il n'y a pas un danseur qui vient te dire merci à la fin pour les sons, il y en a quelques-uns évidemment, mais c'est pas une majorité, c'est pas légion. Voilà, et on vient juste avec sa clé USB pour récupérer ton son. Donc quand il y a un échange qui est basé sur l'unitéralité, c'est pas intéressant. Donc mixer en battle, honnêtement, aucun intérêt. D'accord. Toi, bon, je te croise pas dans 1 milliard d'événements, mais quand tu viens dans un événement, tu as l'impression que les gens te reconnaissent, savent qui tu es, se rappellent. Oui. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. J'ai aucun souci. Et dans l'électro, je suis encore là, hein, puisque je suis avec Tonise et Mélissa, on est derrière l'organisation du Maker Choice. Là, je suis avec Axon
sur l'orga du Circle Underground. Circle Underground. Après, je ne suis pas dans le staff Circle Underground, mais on développe quelque chose là. Voilà, donc je suis les choses. Hein. Non, mais est-ce que tu sens, parce que tu es souvent derrière les manettes, mais est-ce que tu sens quand tu arrives dans un événement, bon, le hip-hop, ça, tu connais beaucoup de 3 générations, donc ça va, t'es bien. Et même les nouvelles générations, je les connais. Hein. D'accord. Il y a plein de nouvelles générations que je connais aussi, hein, et qui me connaissent. D'accord. Parce que je fais les battles débutants. Ils passent forcément par chez moi. À un moment donné, enfin en tout cas, je sais, je suis là, quelques-uns passent par chez moi. Et pour ce qui est de l'électro, quand tu es venu au LRC, est-ce que tu as l'impression que le rapport avec toi et les gens... Ouais, je sais pas, je saurais pas te dire, mais ouais, le rapport, T'as un visage, quoi, t'es une tête. Ouais, mais moi, je m'en fous d'être une tête, honnêtement, clairement, je m'en fiche de ça. Ouais, non, je m'en fous pas. Ouais, moi, je m'en fiche. Mais ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'il y a une vraie reconnaissance des danseurs électro. Ils viennent, ils te disent bonjour, tu vois, ils n'hésitent pas à laisser ce qu'ils ont à faire pour venir te dire bonjour, merci, etc. Ouais, ils sont reconnaissants. C'est très plaisant. Et moi aussi, je suis reconnaissant vis-à-vis d'eux, parce que Évidemment. sans danseurs, il n'y aurait pas nos événements. Hein. Donc, ils sont aussi importants. Il n'y a pas que nous. Mais quoi que tu dis ça, STI, on a quand même continué quand il y a de moins en moins de danseurs. C'est-à-dire qu'on a quand même resté là alors qu'il n'y avait pas forcément de nouvelle génération, que beaucoup de gens avaient quitté le bateau pour aller. Et en ayant arrêté le Vertifight, ça a été intéressant. Cette année où on a arrêté le Vertifight, c'était très intéressant de l'avoir arrêté parce que ça a permis à tous les danseurs électro qui attendaient trop de nous de se prendre en main et d'organiser eux-mêmes leurs propres trucs. Donc ils sont partis chez Biancali, ils ont fait les tournées mondiales. Miel chez Résiste. Voilà, ils ont fait le LRC, le Hunger Game. Jimmy a fait. Qui cartonne en ce moment, Jihad. Voilà. Il y a plein, ils sont bien. Il y a l'événement de Slate également, de Crazy. Enfin voilà, ils ont tous contribué. Ils ont tous, Spear Tournament. La C4 avec. La C4, effectivement. Ouais. Il y en a plein. Faut pas les oublier, il y a plein d'événements. Et tout ça. Amnésia aussi à l'époque, ils faisaient des événements. Tout à fait. Et tout ça, ça s'est créé parce qu'on a arrêté le Vertifight. Ouais. Et qu'il fallait qu'ils continuent. Et donc, en fait, ils sont passés dans l'âge adolescent, en fait. Et c'est ça qui a été intéressant. L'arrêt a été bénéfique pour l'électro. Et puis, on a repris le Vertifight. Au moment où j'ai été embauché à Nanterre, je l'ai mis sur la table. Je l'ai mis sur la table en tant que projet de ville. Et du coup, voilà, on a un vrai moyen, on a des vrais moyens avec un événement gratuit, quoi. Gratuit, on reste gratuit. Voilà, donc le Vertifight, c'est une belle aventure, quoi. Et je continue toujours à faire des événements hip-hop, évidemment. D'accord. Bien sûr. Et moi, ce qui me tient le plus à cœur aujourd'hui, c'est vrai que aussi c'est mon groupe de filles. Ouais, j'ai 12-13 filles, là. Elles déchirent, que je forme. Elles ont gagné là un prix, le premier prix de concours chorégraphique, là, déjà, sur un événement. Voilà, et des fois, elles doivent faire des shows dans des endroits un peu quartier, c'est pas évident. C'est vrai, c'est pas évident pour elles, mais elles bouffent de la danse. Et c'est ça, on est tous passés par là. Donc je les forme à l'ancienne, en fait. Elles le savent pas, elles ont pas encore parce qu'elles sont petites, ça va de 10 ans à 19 ans. Tu vois, j'en ai 12, 13, de 10 ans à 19 ans, c'est mes cours avancés, en fait. J'ai pris mes cours avancés, je leur fais de l'Afro House, je leur fais du Harlem Shake, je leur fais de la hype. Elles ont décoré de tout. Mais de la house également. L'année prochaine, je pense que je vais faire du break. Aussi. Je pense que je vais faire du break avec elles. Voilà, et ouais, certaines sont même trouvé une passion de Vogue parce qu'il a fait un stage chez moi. C'est vrai qu'on emploie à Nanterre, par mon biais, on emploie beaucoup de danseurs, beaucoup de gens. Sandrine également. Faut dire aux gens quand même que moi j'ai pas toujours été favorisé. J'ai donné qu'un cours qu'une seule fois. Oui, c'est vrai. Là, mais il faut aussi le temps que les choses se fassent doucement mais sûrement. Ça c'est un truc que j'ai appris auprès d'Axon. Faire les choses doucement, tranquillement, mais sûrement. Voilà, ça c'est important aussi. Et donc mes petites, pour moi c'est comme mes enfants. Hein. Je les considère comme mes enfants et je les mène un peu partout. Voilà, je leur fais bouffer de la danse. Et elles en veulent. Tant mieux. Si t'as une nouvelle fierté, tant mieux. Ouais. Le mot de la fin, c'était ça serait. Il n'y a pas de fin. En fait, il n'y a pas de fin, c'est ça. Est-ce qu'il y a un conseil à donner sur le corps par rapport à tes blessures, toi Ah oui, le corps. Non, blessez-vous. Ça fait du bien, ça fait partie de la vie. Blessez-vous. Non, mais enfin, blessez-vous, je ne vais pas vous dire blessez-vous. Mais quand on voit des gens qui sont là à vouloir aseptiser le hip-hop, faut pas se blesser, faut contourner les blessures, machin. Moi, j'ai été opéré 2 fois des genoux, ou 3 fois, je ne sais même plus. J'ai de l'arthrose dans le cou, à force d'avoir tourné sur la tête. Donc j'ai beaucoup de problèmes de cervicales. Mais je regrette rien de ce que j'ai fait, vraiment rien. Et en fait, aujourd'hui, même si j'ai des difficultés parfois à danser ou à faire d'autres mouvements, mais ma danse, ça s'est adapté autrement. Et j'ai pris d'autres chemins dans la danse. J'ai pris d'autres chemins dans ma construction de danse. Donc j'apprends toujours la danse, en fait. Et d'ailleurs, au contact de des élèves, on apprend énormément de choses. Et c'est vrai que les blessures font partie de la vie d'un sportif.
Point. Faut pas se leurrer. Faut arrêter de croire que on peut tout éviter. On n'est pas dans un monde aseptisé. Les gens, les médias veulent vous faire croire qu'on est dans un monde aseptisé, mais c'est pas vrai. Manger 5 légumes par jour, je sais pas quoi, les produits laitiers sont nos amis pour la vie, tout ça c'est des conneries. Mais allez vous renseigner. Tu aurais même pu le faire avec la chanson. Ouais. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Et puis en fait... C'est deux gagas. Ouais, Mais lui, c'est on a plutôt, 40 ans. Lui c'est plutôt Lady Gaga. Et bon, hein. Pas mal. Et donc si vous voulez, c'est vrai que voilà, on vous dit des choses, on fait croire que tout peut être aseptisé. Non, l'école de la rue, l'école du bitume, moi je viens de là, où on pissait le sang sur le sol. Ouais, c'est mal. Il y a d'autres gens, ils vont être choqués. Ah, ils pissaient le sang sur... Ouais, mais ça fait partie du hip-hop. C'est le game, c'est ça qui fait que tu sens le parfum de la rue, quoi. Parce que j'ai eu une discussion l'autre jour avec une petite de Reggie Criminals là, sur Facebook, qui au lieu de parler avec moi est venue m'afficher sur son Facebook. C'est dommage, le débat c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Il faut aller voir les gens, il faut discuter avec eux. On a le droit de pas être d'accord, mais par contre il faut garder le respect. Et une petite à Reggie. Et donc du coup je disais simplement que le hip-hop, tu ne pouvais le sentir qu'à partir du moment où tu avais senti la rue. Mais oui, je suis d'accord avec toi moi je le sens comme ça. Donc on me disait ouais, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on peut plus, l'artiste hip-hop peut pas être hip-hop s'il a pas connu la rue. Ben, moi je dis oui, ouais. Mais c'est une danse de rue. Voilà. Il peut pas le connaître. C'est comme moi je fais beaucoup de samba, je fais de la samba depuis 15 ans. La samba, je n'aurais rien compris la samba si je n'étais pas parti à Rio. Si j'étais pas parti dans les favelas de Rio, j'aurais pas compris la samba. Ouais, l'état d'esprit, la mentalité. Ouais, tout ça. Il y a un moment donné, il faut aller au cœur du truc. Donc on peut pas tout aseptiser comme ça. En gros, les gens ils veulent avoir un The Blast sans aller au charbon, quoi. C'est un peu ça. Donc ouais, j'étais un peu déçu de l'approche. On aurait pu discuter. Oui. On a le droit de pas être d'accord. Je le répète. Je suis quelqu'un de très accessible. Je suis quelqu'un qui discute énormément. J'ai pas de souci avec ça. Mais par contre, faut pas manquer de respect aux autres, quoi. Et moi, j'ai trouvé que de toute façon, Facebook, tous ces réseaux sociaux, tout Internet, quand on l'a vu arriver, YouTube qui est arrivé en 2005, tous ces trucs-là, quand ils sont arrivés, ça a biaisé toutes les relations humaines. C'est sûr. Et aujourd'hui, tout le monde peut se permettre de faire n'importe quoi sous couvert d'anonymat. Voilà. T'en as fait les frais il y a très peu de temps. Bon, après, tout passe, hein, je vais te dire. Hein. Fini. Ça glisse. Hein. Tu sais, on m'a dit, ouais, t'as vu, t'es un DJ, tu sais pas scratcher. Bah ouais, je suis pas scratché, parce que on ne scratche pas avec des MP3, puisque aujourd'hui les CD DJ 350 que j'utilise, c'est pas des vinyles, donc tu scratches pas avec du sans vinyle, quoi. C'est évident, donc faut être bête pour ne serait-ce que dire ça. Puis même, il y a combien de DJ qui scratchent dans les matériaux. Et je dirais même mieux. On me dit, je sais pas scratcher, mais j'en ai rien à foutre. Je mixe au Red Light le 11 juin avec Digital. Je veux dire, il n'y a pas plus de consécration que moi, quoi. Enfin, là-dessus, je gagne bien aussi en tant que DJ. Eh ben, vous savez quoi voilà, il n'y a que le hip-hop pour être aussi fermé que ça. Donc c'est un milieu qui se veut normalement ouvert, mais c'est un milieu qui est tellement fermé, en fait. Tellement fermé sur lui-même. C'est sûr que le hip-hop, c'est pas si ouvert que ça, je suis d'accord avec toi. Non, c'est pas aussi ouvert que ça. Il n'y a que toi qui est ouvert. Et ça, on le sait tous. Oh, faut arrêter. Avec les prisons turques. Voilà, c'était le mot de la fin, c'est tout. Très bien. Voilà, peace à tout le monde. Merci à tous qui ont regardé jusqu'à la fin. Je sais que c'est chiant. Il y a quelques interviews que je regarde. Pas tous, évidemment, parce qu'il y a pas beaucoup il y a des gens qui m'intéressent plus que d'autres. Domka, Axon, très très bonne interview. Voilà, puis il y en a d'autres aussi que j'ai regardé. Merci Yuval, en tout cas, pour toute ta disponibilité que tu as pour le hip-hop. Je ne sais même pas comment tu fais, tu devrais avoir 3 vies. À mon avis, il a peut-être des jumeaux, ce gars. C'est une famille de triplés, ils sont 3-4, et en fait, ils se relaient à chaque fois. Mais en fait, on n'a pas toujours le même personnage devant. Des fois, je le teste, et des fois, je me dis, mais putain, mais c'est pas le même, en fait. Mais c'est pas possible, il est trop disponible. Et encore trop d'aigris qui sont là à vouloir une place alors qu'ils ne travaillent pas. Le travail, c'est important. Comme Plémo disait, un jour, si vous voulez réussir, il y a 5 éléments. Le travail, le travail, le travail, le travail et le travail. J'ai bien imité là. À Plémo. Peace. Peace la famille.